Dans les prairies infinies de l'Illinois, loin de l'agitation de Chicago, se trouve un minuscule village que presque personne ne trouve sur une carte. Ce coin de terre s'appelle Bison, où vivent à peine 200 âmes. Ici, tout le monde se connaît. Les gens se saluent dans la rue et l'on laisse les portes d'entrée déverrouillées la nuit. C'est un monde qui semble hors du temps, paisible, conservateur, entouré de terres agricoles. Les habitants entretiennent leurs jardins avec dévouement, vont à l'église ensemble le dimanche et s'occupent des enfants de leurs voisins comme s'ils étaient les leurs. Dans de telles communautés, il règne une confiance profonde. On croit fermement que le mal n'existe que dans les grandes villes, là où l'anonymat et la criminalité vont de pair. Mais cette illusion est trompeuse. Parfois, l'horreur ne se cache pas dans les ruelles sombres des métropoles étrangères, mais juste à côté, derrière des visages familiers et des sourires amicaux. L'histoire qui s'est déroulée à Bison à l'automne 2009 allait changer cette petite communauté à jamais et prouver qu'aucune communauté n'est à l'abri du mal. Raymond Gies, appelé Rick par tout le monde, était un homme qui travaillait de ses mains. Sa vie était marquée par le travail acharné et une volonté indomptable d'offrir une vie meilleure à sa famille. Jeune homme, il avait peiné dans l'entreprise de construction de son beau-père, économisé de l'argent, gardé chaque centime. Son père biologique était tombé pendant la guerre du Vietnam, alors que Rick n'avait que 5 ans. Cette expérience précoce de la perte l'avait façonné et avait fait de lui un homme qui mettait sa famille au-dessus de tout. Avec le temps, il a pu s'offrir sa propre propriété en bordure de ville, une maison de style ranch avec un garage, une piscine et beaucoup de terrain, où il élevait même des poulets. Pour rembourser l'hypothèque, Rick a loué une chambre à une jeune mère nommée Ruth Anne Constant, qui avait désespérément besoin d'un foyer pour elle et ses 2 jeunes enfants. Ruth était une femme chaleureuse, joyeuse, avec un rire qui pouvait illuminer les pièces. L'attirance entre les deux était évidente. Rick était généreux et fiable, Ruth aimante et attentionnée. Ils se sont mariés en 1997, ont uni leurs familles et ont commencé une vie commune. À ce moment-là, la fille de Rick, Nicole, avait déjà 15 ans et les enfants de Ruth étaient encore petits. Bientôt, d'autres enfants sont arrivés. Austin, puis Jessica Lynn, qui est malheureusement née avec de graves problèmes de santé et a dû être prise en charge dans un établissement spécialisé. Et enfin, la petite Tabitha. La famille Gies s'est agrandie et agrandie. La maison s'est remplie de rires d'enfants, de jouets dans le jardin, des défis quotidiens d'une grande famille. Rick travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de tous, tandis que Ruth restait à la maison et s'occupait des enfants. En apparence, tout semblait parfait. Les enfants étaient polis et bien élevés, attendant le bus scolaire devant la poste tous les matins. La postière les connaissait tous par leur nom, les regardant grandir année après année. Dylan, le fils aîné de Ruth, se faisait particulièrement remarquer. Un garçon énergique qui ne savait parfois pas quoi faire de sa force. Les enseignants rédigeaient des rapports disciplinaires, mais au fond, c'était un bon garçon qui aimait ses petits frères et sœurs et luttait dans l'équipe de lutte de l'école. Nicole, la fille aînée de Rick, est tombée amoureuse d'un jeune homme de la ville, Christopher Harris. Le coup de foudre de jeunesse est devenu sérieux. Les deux se sont mariés jeunes et ont emménagé dans leur propre maison, à quelques minutes à pied de la ferme Gies. Bientôt, Nicole est devenue mère. Rick et Ruth étaient fous de joie d'être grands-parents. Christopher travaillait comme cuisinier et étudiait l'architecture en parallèle. De l'extérieur, tout était comme il se devait. Une famille américaine typique dans une petite ville américaine typique. Personne ne se doutait que sous cette surface paisible couvait une tragédie si horrible que même des enquêteurs expérimentés auraient du mal à trouver les mots pour la décrire. Le 21 septembre 2009 a commencé comme n'importe quel autre jour d'automne à Bison. L'air était clair et frais. Les arbres portaient déjà les premières couleurs de l'automne. Les enfants jouaient dehors après l'école. Les adultes s'acquittaient de leurs tâches quotidiennes. Un garçon de 10 ans enfourcha son tout nouveau vélo, excité et fier de le montrer à ses amis Austin et Dylan.
Il pédala fort, filant dans les rues calmes de Beeson, en direction de la propriété Gies. Arrivé sur le porche, il se figea. Quelque chose n'allait pas. La porte d'entrée était entr'ouverte, ce qui était inhabituel. Mais ce n'était pas le pire. Tout le porche était recouvert d'un liquide sombre et collant. Du sang partout. L'enfant resta comme paralysé, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Il appela ses amis, sa voix tremblante de peur. Aucune réponse, juste le silence. Un silence oppressant contre nature qui pesait plus lourd que n'importe quel bruit. Le garçon sut instinctivement qu'il ne pouvait pas entrer seul. La panique l'envahit. Il remonta sur son vélo et s'enfuit, aussi vite que ses jambes pouvaient le porter. À quelques pâtés de maison, Nicole vivait avec son mari Christopher et leurs enfants. Le beau-père de Rick, William, que tout le monde appelait Fat Man, et le cousin Adam étaient là, en train de poser de nouvelles moquettes. Le garçon fit irruption, le visage blême, incapable de former des phrases cohérentes. Il balbutia quelque chose à propos de sang, de la ferme Gies, que quelque chose de terrible avait dû se produire. Les hommes comprirent immédiatement la gravité de la situation. Ils laissèrent tout tomber, sautèrent dans la voiture et se précipitèrent vers la maison de Rick. Adam fut le premier à atteindre le porche. Il vit le sang, un couteau était posé sur les marches inférieures. Fatman essaya de se calmer, marmonnant que la famille élevait des poulets, peut-être qu'ils en avaient abattu un. Mais la quantité de sang parlait d'un autre langage. Adam entra prudemment dans la maison. Il faisait sombre, tous les rideaux étaient tirés. Il tâtonna pour trouver l'interrupteur, sa main tremblante. Lorsque la lumière s'alluma, un cauchemar se révéla. Dans le couloir, dans une immense mare de sang, gisait Raymond Rick Gies, face contre terre. Sa tête était fracassée, son corps immobile. Adam ne put aller plus loin. Il fit demi-tour et se précipita dehors, hurlant à Fatman d'appeler immédiatement les urgences. À cet instant, Nicole arriva en voiture. Elle s'était demandé où son grand-père et son cousin avaient disparu si vite. Lorsqu'elle vit les visages des hommes, elle sut que quelque chose de terrible s'était produit. Elle supplia son grand-père de lui dire si sa famille allait bien. Mais Fatman ne pouvait pas répondre. Il ne le savait pas lui-même. Nicole insista pour que quelqu'un entre et vérifie l'état de ses frères et sœurs. Fatman, bien que brisé intérieurement, se força à rentrer dans la maison. Ce qu'il vit dépassait toute imagination. Le sang n'était pas seulement sous le corps de Rick, il était partout, sur les murs, au plafond, dans chaque recoin. Cela ressemblait à un film d'horreur, sauf que c'était la réalité. Ses genoux cédèrent. Adam dut le tirer dehors de force. 12 minutes après l'appel d'urgence, la police arriva. Les agents entrèrent dans la maison armes au poing, complètement impréparés à ce qui les attendait. Ils trouvèrent Rick en premier, puis Dylan dans le couloir devant la chambre principale, recroquevillé, avec des blessures encore pires. Les murs étaient marqués d'impact, comme si quelqu'un avait frappé dessus avec les poings. Dans la chambre gisait Ruth, ses blessures si horribles que même des enquêteurs aguerris durent détourner le regard. Dans la salle de bain, ils trouvèrent Tostin et Justina dans la chambre, tous morts, tous tués de manière brutale. Puis, dans le placard d'une autre pièce, ils découvrirent quelque chose qu'ils n'attendaient pas. La petite Tabitha bougeait encore. La fillette de 3 ans était vivante. C'était un miracle au milieu de cet enfer. Les techniciens de la scène de crime se retrouvèrent face à une tâche qui mettait à l'épreuve même leur décennie d'expérience. La maison Gies n'était pas un simple lieu de crime. C'était une scène de violence sans précédent qui avait recouvert chaque détail de la maison de mort et de destruction. 6 personnes avaient été attaquées ici, 5 d'entre elles mortellement. L'énorme quantité de sang rendait impossible de se déplacer sans contaminer les preuves. Chaque pas devait être documenté, chaque surface examinée. Le médecin légiste arriva et commença le travail macabre d'examiner les corps. Ce qu'il trouva le choqua lui-même. Rick avait subi 39 traumatismes contondants, dont 13 à la tête. Ruth présentait 28 blessures par coup, son crâne était enfoncé. Austin, 11 ans, avait 21 blessures identifiables.
Son crâne était fracturé des deux côtés et il y avait des indications que quelqu'un lui avait marché sur le visage. Le crâne de Justina était complètement détruit dans la partie supérieure. Mais Dylan, 14 ans, avait subi plus d'une centaine de blessures, 52 à la tête et au haut du corps. La brutalité était incompréhensible. Les enquêteurs ont établi que les victimes n'avaient pas été tuées par des armes à feu, comme on l'avait d'abord supposé. C'était de la violence contondante, exercée encore et encore, jusqu'à ce que la vie les ait quittés. Cela signifiait que l'agresseur était proche, qu'il avait directement affronté chaque victime. C'était personnel, motivé par la haine. La police scientifique a trouvé une empreinte de main sanglante sur le comptoir de la salle de bain, une preuve cruciale. Dehors, dans la boue, ils ont découvert une empreinte de chaussures claires appartenant à une marque de basket connue. La police a demandé l'aide du public. Ils ont exhorté les gens à signaler toute personne présentant des blessures inexpliquées, coupures, contusions, écorchures. Dans ce type de crime, l'agresseur devait lui-même être blessé. Ils ont également vérifié tous les hôpitaux dans un rayon de 300 km, mais sans succès. Un voisin a mentionné avoir vu un pick-up argenté ou gris inconnu, avec des tuyaux d'échappement inhabituels, se diriger vers la maison Gise après minuit. Cette information a été immédiatement transmise. Pendant que la petite Tabitha luttait pour sa vie à l'hôpital, les enquêteurs travaillaient jour et nuit. Ils ont interrogé tous ceux qui connaissaient la famille. La meilleure amie de Ruth a raconté qu'elle avait chatté tard avec Ruth et Rick le dimanche soir. La femme était malentendante et préférait communiquer par écrit. Les derniers messages avaient été envoyés vers 22h04, après quoi il n'y a plus eu de réponse. À 1h45 du matin, l'ami avait demandé, en plaisantant, « Êtes-vous toujours en vie ?» Une question qui, rétrospectivement, ressemblait à une blague cruelle. La police a également examiné la possibilité qu'il s'agisse d'un vol. Un ordinateur manquait dans la maison, mais la violence était bien trop excessive pour un simple vol. Cela devait avoir une autre raison. Les enquêteurs ont établi des profils, vérifié des alibis, cherché des motivations. Bison était en émoi. Les gens verrouillaient leurs portes la nuit, se méfiant soudainement de leurs voisins. La sécurité qu'ils avaient ressentie toute leur vie avait été brisée en une seule nuit. Nicole était assise au chevet de sa petite sœur à l'hôpital, incapable de comprendre ce qui s'était passé. Son mari, Christopher, est resté à ses côtés, la réconfortant, organisant les funérailles. Il semblait être le mari parfait en cette période de détresse. Mais les enquêteurs n'ont rien laissé au hasard. Ils ont également interrogé Christopher et Nicole, comme c'est l'usage dans de tels cas. Les deux avaient des alibis. Christopher avait été dans un bar avec son frère Jason. Rien n'indiquait initialement leur implication. Le 30 septembre, 9 jours après le massacre, un événement anodin s'est produit qui allait marquer un tournant dans l'affaire. Nicole et Christopher quittèrent la chambre d'hôpital de Tabitha lorsqu'un policier attentif remarqua quelque chose. Christopher portait des baskets d'une marque spécifique, exactement la marque dont l'empreinte avait été trouvée sur les lieux du crime. Au début, cela ne semblait pas être une circonstance particulière. Après tout, c'était une marque courante. Mais l'agent le signala quand même. Les enquêteurs commencèrent à creuser plus profondément dans les antécédents de Christopher. Ce qu'ils trouvèrent était intéressant. Il avait un passé de délit mineur, vol à l'étalage, chèque sans provision, possession de marijuana. Tout cela remontait à environ 10 ans, mais cela montrait un schéma. Ils tombèrent également sur le dossier de divorce de Nicole et Christopher, datant de 2006. La raison invoquée était la cruauté physique. Mais plus tard, ils s'étaient remis ensemble et avaient eu un autre enfant. Christopher était-il violent? Il fut rappelé pour un interrogatoire et on lui demanda ses baskets pour examen. Christopher accepta sans hésiter. Pendant que son camion était garé dehors, les agents inspectèrent le véhicule. C'était un pick-up gris clair, similaire à celui que le voisin avait vu. Cependant, les tuyaux d'échappement chromés inhabituels manquaient.
Les enquêteurs savaient cependant que de tels tuyaux pouvaient être facilement retirés. Christopher donna volontairement ses empreintes digitales et palmaires. Les baskets correspondaient à la marque, mais étaient une demi-taille plus grande que l'empreinte trouvée sur les lieux. De plus, elles étaient propres, sans trace de sang ni de boue. Pour exclure complètement Christopher, les enquêteurs demandèrent la permission de fouiller sa maison et son véhicule. Il accepta immédiatement. Aucun mandat de perquisition n'était nécessaire. Ce que la police trouva alors éveilla leurs soupçons. Sous une bâche sur la plateforme du camion se trouvait l'ordinateur manquant de la famille Gies. Dans l'arrière-cour de la maison du frère de Christopher, Jason, ils découvrirent une barre d'haltères chromée qui, lorsqu'elle était placée sur la plateforme, pouvait ressembler à des tuyaux d'échappement chromés de loin. Et près d'un ruisseau, ils trouvèrent un pied de biche. Trop de coïncidences. Mais les enquêteurs avaient besoin d'une preuve irréfutable. Et puis elle arriva. Après une analyse approfondie, il fut établi que l'empreinte de main sanglante dans la maison Gies appartenait à Christopher Harris. Il avait été là, la nuit du meurtre. Il n'y avait pas d'autre explication. Début octobre, Christopher Harris fut arrêté et inculpé de 5 chefs de meurtre et d'une tentative de meurtre. La ville était sous le choc. Beaucoup refusaient de croire qu'un homme qui faisait pratiquement partie de la famille puisse faire une chose pareille. Nicole défendit publiquement son mari. Elle publia sur les réseaux sociaux que Christopher était innocent, que ses enfants n'avaient pas seulement perdu 5 membres de leur famille, mais que maintenant leur père était aussi accusé à tort. Elle argumenta que les 6 victimes avaient lutté pour leur vie. Pourquoi Christopher n'avait-il alors aucune coupure ni contusion? Sa famille se joignit à la défense. Son père raconta aux journalistes que Christopher pleurait dans sa cellule et jurait qu'il était innocent. Mais les preuves s'accumulaient. Les enquêteurs saisirent le camion de Christopher le 2 octobre. Il s'avéra que le véhicule appartenait en fait à Jennifer Ernest, la petite amie de son frère Jason, chez qui Christopher logeait à l'époque. Jennifer et sa mère Sarah avaient toutes deux fourni des alibis aux 2 frères pour la nuit des meurtres. Mais maintenant que la vérité éclatait, elles furent également arrêtées pour entrave à la justice. La pression sur Jason Harris augmenta. L'accusation contre lui fut aggravée en complicité de crime au 1er degré. Il avait le choix, se taire et risquer la prison à vie, ou dire la vérité et négocier un accord. L'instinct de survie humain l'emporta. Jason commença à parler. Le témoignage de Jason Harris révéla une histoire encore plus terrifiante que tout ce que les enquêteurs avaient pu imaginer. Tout a commencé par l'alcool et la drogue. Cette nuit-là, Christopher et Jason avaient fait la fête, bu et consommé de la cocaïne. Dans leur état d'ébriété, ils désiraient la compagnie féminine. Lorsque les femmes à leur portée les rejetèrent, Christopher eut une idée horrible et perverse. Il voulait se rendre à la ferme Gies et forcer Justina, 16 ans, à des actes sexuels. Dans son esprit embrumé, il croyait que la jeune fille avait flirté avec lui, qu'elle montrait de l'intérêt. Jason affirma ne pas avoir su ce qui allait se passer dans la maison qu'il avait attendue dans la voiture. Christopher s'était dirigé vers la porte d'entrée avec le pied de biche. Rick ouvrit et apparemment, la conversation ne se déroula pas comme Christopher l'avait espéré. Puis Jason entendit des coups et des cris provenant de la maison. Soudain, une silhouette s'envola par la fenêtre de la chambre de Justina. C'était Dylan. Le garçon se releva, courut vers l'allée et appela Jason à l'aide. Mais Jason resta paralysé dans la voiture, incapable de bouger. Au lieu de fuir, Dylan fit l'impensable. Il retourna dans la maison pour protéger sa sœur. Peu après, l'adolescent s'effondra à nouveau hors de la maison, cette fois en sang, et courut dans l'arrière-cour. Christopher le poursuivit avec le pied de biche. Le garçon hurlait d'arrêter, mais Christopher le rattrapa et le frappa, encore et encore. Puis Christopher retourna dans la maison. Dylan, gravement blessé et en sang, se releva. Il retourna une dernière fois à l'intérieur pour sauver sa famille. Un garçon de 14 ans qui sacrifia sa propre vie pour protéger les gens qu'il aimait.
Après le massacre, Christopher sortit de la maison, le pied de biche et l'ordinateur familial à la main. Il craignait que la webcam n'ait enregistré ses actes. Il ne voulait laisser aucun témoin. Alors que les frères s'éloignaient, Christopher jeta ses baskets trempées de sang par la fenêtre, avec le pied de biche. Plus tard, il força Jason à brûler ses vêtements. Le lendemain, Christopher acheta une nouvelle paire de baskets, une demi-taille plus grande. Avec l'aide de Jason, les enquêteurs retrouvèrent les chaussures ensanglantées dans un fossé. En échange de son témoignage contre Christopher, Jason reçut une peine réduite, mais Christopher avait sa propre version des événements. Il affirma être allé à la ferme Guise, car il espérait que Rick ait de la marijuana. Il serait entré dans la maison et aurait trouvé Rick blessé sur le sol, puis Ruth dans la chambre. Quand il se retourna, Dylan se tenait derrière lui avec un couteau, la rage dans les yeux. Selon la version de Christopher, Dylan avait tué sa famille et Christopher avait dû arrêter l'adolescent en légitime défense. Il n'aurait pas voulu que quiconque découvre ce que Dylan avait fait pour protéger la réputation de la famille. Pour étayer cette défense, les avocats de Christopher présentèrent le dossier disciplinaire de Dylan. Plus de 250 incidents en 3 ans. Ils argumentèrent que le garçon était violent, venait d'une famille dysfonctionnelle, était accro aux jeux vidéo et était devenu agressif à cause des médicaments contre le TDAH. Mais lorsque les enseignants de Dylan témoignèrent au tribunal, ils dressèrent un tableau complètement différent. Ils décrivirent un garçon énergique, mais fondamentalement aimant. Ses violations disciplinaires étaient minimes. Parler en classe, laisser tomber un stylo. Il suffisait de quelques mots pour le calmer. Des enseignants racontèrent avec quelle tendresse Dylan traitait sa petite sœur Tabitha, à quel point il s'entraînait durement à la lutte. Il n'avait peut-être pas la force d'un champion, mais il avait un esprit indomptable. Le jury devait décider. Qui croire? Le procès contre Christopher Harris dura 1 mois et demi et fut l'une des affaires les plus complexes que le comté de Logan ait jamais connues. Les jurés durent se frayer un chemin à travers une montagne de preuves, évaluer des témoignages contradictoires et discerner la ligne entre la vérité et les mensonges désespérés. D'un côté se trouvait la défense, qui tentait de faire d'un garçon de 14 ans décédé un meurtrier. De l'autre se trouvaient les preuves forensiques irréfutables et le témoignage du propre frère de Christopher. Puis vint le moment crucial. Un ancien codétenu de Christopher témoigna et rapporta que Christopher lui avait avoué la vérité, une version encore plus macabre que tout ce qui avait été entendu auparavant. Christopher était arrivé à la ferme Guise, et lorsque Rick avait refusé de le laisser voir sa fille, il l'aurait attaqué avec le pied de biche. Ruth était venue voir ce qui se passait et était également devenue victime de sa rage. Dylan avait tenté de défendre sa mère, mais avait été maîtrisé. Christopher dit à son codétenu que son seul regret était de ne pas avoir incendié la maison. Alors personne n'aurait jamais découvert ce qu'il avait fait. Le 31 mai 2013, le jury rendit son verdict. Coupable de tous les chefs d'accusation. Christopher Harris fut reconnu coupable de 5 meurtres, de tentatives de meurtre sur Tabitha, d'intrusion par effraction et de vol. Le 19 juillet 2013, la sentence fut prononcée. 5 peines de prison à vie consécutive, plus 30 ans pour la tentative de meurtre sur Tabitha, plus 30 ans pour l'intrusion par effraction, plus 20 ans pour le vol. Christopher Harris ne serait plus jamais un homme libre. Lors du prononcé de la sentence, Christopher parla une dernière fois. Il insista sur son innocence, disant qu'il avait pris beaucoup de mauvaises décisions cette nuit-là, mais qu'il n'était pas un meurtrier. Nicole, qui avait cru en son innocence si longtemps, ne put plus résister au poids des preuves. La vérité était trop écrasante. Jason Harris, qui avait témoigné contre son frère, reçut une peine de 10 ans de probation pour entrave à la justice et possession illégale de drogue. Beaucoup se demandèrent si cette peine était appropriée pour quelqu'un qui était resté les bras croisés pendant qu'une famille était massacrée. Mais qu'est-il arrivé à la petite Tabitha?
La fillette de 3 ans, qui avait été retrouvée avec de graves blessures à la tête dans un placard sombre pendant 14 heures, a survécu contre toute attente. 2 policiers qui gardaient sa chambre d'hôpital sont devenus ses compagnons de jeu et ses protecteurs. Ils lui lisaient des histoires, jouaient à des jeux de société avec elle, lui peignaient les ongles des orteils pour qu'elle se sente jolie malgré tout. Ils ont même organisé une fête d'anniversaire pour elle à l'hôpital. Après plusieurs opérations, Tabitha s'est complètement rétablie. Le miracle fut que ses blessures à la tête lui ôtèrent les souvenirs de cette nuit terrible. Un tournant cruel, mais peut-être miséricordieux, du destin. Tabitha fut recueillie et élevée par sa sœur aînée Nicole. À Bison, une aire de jeu fut érigée en l'honneur de Justina, Austin et Dylan, avec une pierre commémorative et une plaque. La ville a essayé de guérir, mais les cicatrices sont restées. En 2014, la maison Gies fut intentionnellement incendiée par les pompiers, avec l'autorisation de l'Agence de protection de l'environnement pour effacer la mémoire physique de l'horreur. Pourtant, une controverse subsista. En 2014, une série de True Crime a diffusé un épisode sur la famille Gies qui dépeignait Dylan comme un adolescent violent et perturbé. Les enquêteurs qui avaient travaillé sur l'affaire ont écrit une lettre ouverte dénonçant la malhonnêteté de l'émission. Ils ont souligné que Dylan était un héros, un garçon qui a donné sa vie pour sauver sa famille. Il aurait pu fuir lorsqu'il a été jeté par la fenêtre, mais il est revenu. Encore et encore. Ce n'était pas une histoire sur un agresseur, mais sur un héros. Christopher Harris a tenté à plusieurs reprises d'obtenir la réouverture de son procès. En 2013, juste avant le prononcé de la sentence, et en 2019, devant la Cour d'appel de l'Illinois. Toutes les requêtes ont été rejetées. Il passera le reste de sa vie derrière les barreaux. L'histoire de la famille Gies nous rappelle que le mal ne vient pas toujours d'étrangers, mais parfois de ceux que nous laissons entrer dans nos vies. Elle nous rappelle également que même dans les moments les plus sombres, l'héroïsme existe, sous la forme d'un garçon de 14 ans qui a refusé d'abandonner sa famille, même si cela lui a coûté la vie.